Bien, mais écoutez, merci d'être venu pour la 3e fois, j'en suis flattée. Je vous rappelle que la dernière fois donc, où j'ai traité essentiellement d'Aristote et de Galilée, et j'ai terminé par Galilée, enfin, après être quand même passé entre Aristote et Galilée par un certain nombre d'intermédiaires. C'est justement un des grands mystères, j'en sais rien, mais en tout cas un des grands manques de l'histoire telle qu'elle nous l'avons pratiquée jusqu'à maintenant, mais c'est pas si facile que ça d'ailleurs, que d'avoir complètement élidé cette période qui va grosso modo du 1er siècle après Jésus-Christ ou avant au XVIIe. Bon. Alors, je vous rappelle que pour Aristote, il y a une première chose qui est la distinction entre être en puissance et être en acte, que être en acte, c'est la réalisation de ça qu'a été l'être en puissance, par exemple la statue d'airain, et l'être en acte est en acte alors que le morceau d'airain est encore de la matière en puissance. Que le changement dont la nécessité de le penser a été introduite par Parménide, est pensé comme le passage de l'être en puissance à l'être en acte, et que la formule clé d'Aristote, c'est que ousia, que l'on a traduit plus tard par substance, ce qui est le point de départ d'un certain nombre de confusions, et qu'on pourrait traduire aussi par entité, eh bien l'ousia donc est une combinaison de matière, ulé en grec, et de forme, eidos ayant une signification très précise en grec, qui n'est pas exactement celle du mot forme en français, puisque eidos, quand c'est chez Platon, on le traduit en français par idée. Bon. Alors, là-dedans, il y a l'idée qu'il y a un principe passif, la matière, sur lequel agit, il ne faudrait pas dire agit, parce que ces deux principes sont indissociables et on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre, donc qui se combinent avec un principe actif qui est la forme. Alors on a pu dire que c'était que la matière était la partie féminine et la forme la partie masculine, en filant une métaphore qui correspond à la division des sexes. En tout cas, l'idée c'est que les deux sont indissociables. Or, précisément par le fait que l'on a très vite traduit ousia par substance, plus exactement substantia en latin, qui veut dire explicitement le substrat, eh bien on en est venu à faire disparaître la forme, c'est-à-dire qu'on n'a conservé que le substrat et donc assimilé le substrat à la matière et l'ensemble ousia à la substance, tout ça, substance, matière, ousia, ne faisant qu'un seul concept, très rapidement parlé. Hein. Donc, c'est ce genre de situation dans laquelle a été élevé Galilée, et lui, plus exactement en tant que représentant de toute, ou chef de file de toute une école de gens très cultivés qui avaient lu et relu les traductions grecques, latines, enfin pas grecques mais arabes, latines, etc. de tous les textes de l'Antiquité, réagit contre cette manière de voir la matière dans laquelle il a été élevé. Il réagit, qui était celle d'Aristote, qui rejetait complètement l'autre conception rivale de l'Antiquité, qui était la conception atomiste, pour une raison bien simple, c'est que ce n'est que dans la conception aristotélicienne que les théologiens des trois religions du livre, la religion juive, la religion musulmane et la religion chrétienne, avaient réussi à entrer en non-désaccord, pour dire les choses de façon un peu contournée, parce qu'il allait de leur vie pour les théologiens que la raison
et le dogme, la religion, puissent faire route ensemble, puissent faire bon ménage, sinon on tombait dans le charlatanisme, ceux qu'ils appelaient le charlatanisme, l'occultisme, la magie, bon, etc. Or, les théologiens des trois religions ont toujours été des rationalistes, c'est-à-dire des gens qui voulaient établir une théologie qui soit fondée sur les règles de la raison, au même titre que Aristote ou Démocrite entendaient fonder une théorie physique qui respecte les règles du raisonnement, de la raison, de la logique. Alors, Galilée, je le répète, pour finir ce résumé, abolit la distinction entre être en puissance et être en acte, et du coup modifie totalement la définition du changement, puisqu'il n'y a plus à passer de l'être en puissance à l'être en acte, et non seulement, et du coup ça lui permet de sortir la catégorie de mouvement, qui chez Aristote était une forme particulière de changement. Donc lui, Galilée, sort la catégorie de mouvement de la catégorie plus générale de changement. Et du coup, la seule conception de la matière qui puisse aller avec ça, c'est une matière, avec cette manière de voir le changement comme un déplacement de quelque chose qui, par ailleurs, n'est pas affecté. C'est en ça que le mouvement n'est pas un changement, justement. Donc cette nouvelle conception de la matière, ceci nécessite une nouvelle conception de la matière dans laquelle la matière reste inaltérée par le mouvement, qui n'est pas un changement précisément. Et dans ce cas-là, la matière donc est assimilée à ce qui est inchangé. Or, ce qui est inchangé, c'est une autre possibilité d'entendre le mot substantia, c'est-à-dire ce qui reste, ce qui tient, ce qui se tient par soi-même. Donc, on passe finalement dans toute cette période de ousia à substantia au sens de substrat, puis substance en français, et substantia toujours en latin, qui peut aussi vouloir dire ce qui se maintient. Alors, c'est ce que Hermann Weyl, dont j'ai déjà parlé, contemporain d'Einstein, mais beaucoup plus philosophe que lui, d'une certaine façon beaucoup plus fort que lui. C'est bon pour dire que Hermann Weyl n'était pas un génie, qu'Einstein en était un, mais bon, ce n'est pas le genre de distribution des prix dans laquelle je suis encline à me jeter. Donc, Hermann Weyl, c'est ce qu'il appelle, lui, retraçant toute cette histoire, une substantialisation de la matière. C'est-à-dire qu'avec Galilée, mais on voit bien que ça a été préparé contre Aristote et par tous ces problèmes de traduction, de commentaires, etc., commence une phase de substantialisation de la matière. Substantialisation de la matière qui est évidemment inséparable de la théorie atomiste, puisque pour que la substance soit à la fois le substrat et ce qui se maintient, eh bien, il faut certainement oublier la conception aristotélicienne de l'ousia, qui est etc., et en revenir à l'idée justement atomiste, à savoir d'indivisible, inaltérable, insécable, etc. Donc, substantialisation et théorie atomiste, hyperatomiste même, serais-je tentée de dire, vont de pair. Mais, comme je l'ai montré la dernière fois en terminant sur Galilée, le problème de la résistance des matériaux, qui n'était pas un problème central posé par la philosophie physique grecque, mais que Galilée érige, et ça à mon sens on n'en prend pas assez souvent la mesure, et il érige en autres sciences, les deux sciences essentielles pour lui étant la science du mouvement, donc ça on en parle beaucoup, il a changé la définition du mouvement, il a introduit le principe de relativité, etc., etc. Et on parle moins de ce qui à mon avis était pour lui tout aussi important, à savoir la résistance des matériaux, suscitée par la vie en somme, l'observation des artisans, alors il parle des artisans ingénieurs
ingénieurs de l'Arsenal de Venise, mais de façon générale suscité par le développement technique qui va à son rythme, indépendamment justement de ce que dit la physique, en tout cas à l'époque. Et donc cette résistance des matériaux, je l'ai dit, oblige Galilée à introduire un nombre indéfini, c'est comme ça qu'il parle, de vides indivisibles, qui sont des vides minuscules, parce que le vide total, il l'exclut pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Et le rôle de ces vides minuscules et indivisibles, c'est de coller les particules. Alors lui, il ne dit pas les atomes en général, mais les corpuscules, eux-mêmes indivisibles, insécables, ce sont des atomes finalement, au sens étymologique du terme. Donc les vides en question ont comme fonction d'assurer la cohésion des matériaux, leur résistance qui est finie, qui n'est pas infinie, on peut casser quelque chose, et quand on casse un morceau une poutre, eh bien c'est que la colle entre les particules de matière ne résiste pas suffisamment, et autrement dit, leur fonction d'attraction n'est plus, ne suffit pas à les empêcher de rompre. Alors, et j'ai terminé en disant que Galilée, qui ne peut pas inclure ça dans sa vision axiomatique, comme est faite la théorie du mouvement, avec axiome 1, axiome 2, conséquences, corollaires, etc., dit, eh bien, ceci, je ne sais pas d'où ça vient, je suis obligé de reconnaître que c'est une force obscure. Et ce faisant, il emprunte un terme issu d'un vocabulaire que toute la tradition de ces fameux gens cultivés qui avaient lu les textes latins et grecs, etc., récusait, à savoir l'occultisme et l'alchimie, surtout l'alchimie. L'occultisme, en somme, est très rapidement dit, étant la part théorique de l'alchimie, c'est-à-dire qu'on distingue généralement l'alchimie instrumentale qui fait des opérations sans théorie, sans en faire la théorie de ces opérations, et une alchimie théorique, celle que revendiquera Newton plus tard, qui, elle, est fondée sur une théorie. Alors, à savoir si cette théorie est scientifique, c'est encore un autre problème. Bien. Alors, la question que j'avais laissé poindre à la fin de mon exposé la dernière fois, c'est est-ce que cette force obscure, alors il faut mettre force trait d'union obscure, parce que le mot force, c'est un des mots les plus valises de toutes les langues européennes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Force obscure, bon, c'est à prendre en bloc. Est-ce que cette force obscure ne serait pas, ne pointerait pas la nécessité de réintroduire la forme aristotélicienne, totalement évacuée au cours des siècles. Justement, ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fait uniquement au XVIIe siècle, c'est un processus qui se fait sur la longue durée, à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne. Enfin, que l'ère soit chrétienne, en l'occurrence, n'a aucune importance. Ça se fait partout après ce que nous appelons zéro. Donc, est-ce que cette force obscure ne serait pas l'indication d'un manque, en l'occurrence, justement, cette forme dont on doit se dire quand même que si Aristote avait pris la peine de l'introduire, c'est que il avait ses raisons pour ça et c'est qu'elle devait servir à quelque chose. Et donc on peut se demander si le fait de l'avoir simplement supprimée ne met pas en danger les théories qui reposent sur cette suppression. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment de 1600 à 1900, s'est effectuée une désubstantialisation, puisque je disais tout à l'heure que Galilée, c'était le début de la substantialisation. Donc une désubstantialisation progressive de l'idée de matière, et que simultanément, et d'ailleurs ce n'est pas étonnant, s'est introduit l'idée de force qui, je vais essayer de le montrer, tient justement la fonction qu'occupait la forme chez Galilée. Alors, pas exactement, mais en tout cas, ça y ressemble fortement, comme je vais essayer de le montrer. Donc, je commence, j'entre dans le sujet de ce soir, et je
je procède par ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais commencer par montrer quelle forme cette substantiation a prise tout de suite après Galilée. Alors évidemment, je me place dans le cadre que je revendique, qui est qu'avec Galilée s'effectue ce qu'on a appelé une coupure épistémologique, qu'une a appelé un changement de paradigme, et tout, etc. En tout cas, les choses, on recommence pas à zéro, justement, mais on entre dans une nouvelle ère. Alors, l'intuition de Galilée, donc, que j'ai signalée la dernière fois, et qui l'oblige à parler de force obscure malgré lui, c'est à savoir qu'il manque quelque chose à une conception purement atomiste, où les atomes seraient totalement impénétrables, soumis à aucune interaction, totalement impassibles. Eh bien, cette intuition de Galilée, donc, n'a pas été reprise par ses successeurs immédiats, qui, au contraire, se sont engouffrés dans l'idée d'une théorie totalement substantielle de la matière, totalement atomiste. Il faut remarquer d'ailleurs que la manière dont ça était présenté chez Galilée comme force occulte était en soi un programme. C'était, je vous en prie, dégagez-moi de cette partie que je n'arrive pas à inclure dans une théorie rationnelle de la matière, expliquez-moi cette force obscure, ou au mieux, aidez-moi à m'en passer. Alors eux, ils ont compris, ils ont tout fait pour s'en passer. Alors, Gassendi et Huygens, alors Gassendi c'est un philosophe physicien contemporain de Descartes, et Huygens également, qui sont tous d'une génération après Galilée. Enfin, sauf que Descartes et Galilée, leur date de vie se recoupent, mais l'ensemble, Gassendi et Huygens sont plutôt de la génération d'après Galilée. Alors, Galilée avait dit: la matière est inaltérable, et c'était ça, en somme, son testament. Elle est toujours identique à elle-même, puisqu'elle représente une forme d'être éternelle et nécessaire. Et c'est sur cette identité à elle-même qui est la substantialisation de la matière, puisqu'encore une fois, il y a la confusion entre ousia, substantia, qui a les deux sens de substrat et de identique à soi-même, qui ne change pas. Donc ça, c'est le credo substantialiste, à savoir que la matière est nécessairement identique à elle-même. C'est la raison pour laquelle elle est inaltérable. Bon, pour pouvoir aller plus loin, il faut qu'il soit possible de reconnaître à chaque instant dans un corps qui évolue, donc dans l'histoire d'un corps au cours du temps, il faut que, si vous isolez par la pensée, ou même en le marquant avec un point rouge, la position d'un élément de ce corps, d'un élément de substance, de matière de ce corps, eh bien, pour que on puisse vraiment dire que la matière est inaltérable et reste éternelle, identique à elle-même de façon éternelle et nécessaire, eh bien, il faut premièrement qu'il soit possible de distinguer ce point qui a été marqué, de le distinguer des autres constituants du corps, ce qui exclut évidemment d'avoir affaire à une matière homogène, parce que bon, il faut pouvoir le distinguer sans le marquer d'un point rouge, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en soi distinguable. Donc ça exclut que la matière, qu'on ait affaire à une substance continue et homogène. Et deuxièmement, il faut que, en somme, on puisse le suivre à la trace au cours du temps, c'est-à-dire le voir se déplacer d'un point à un autre, et donc que ce qui implique aussi une certaine conception de l'espace, dans laquelle il est possible de différencier les différents points d'un espace. Ça nous semble aller de soi, parce que nous vivons
je ne sais pas si nous vivons depuis le berceau dans un monde euclidien, mais en tout cas depuis la lecture pratiquement, nous vivons dans un monde euclidien dans lequel tout point de l'espace est repérable à l'aide de trois trièdres, un plan horizontal, un plan et deux plans verticaux perpendiculaires les uns aux autres, ce qu'on appelle le trièdre cartésien, qui a été introduit effectivement par Descartes, mais dont l'idée était quand même le précède. Donc, vous voyez que cette physique-là, elle suppose d'une part qu'on puisse repérer les diverses parties d'un corps et les suivre à la trace, ce qui veut dire pouvoir discerner, distinguer les divers points d'un espace. Et ça n'a rien d'évident. Il y a un tas d'espaces pour lesquels il est impossible de discerner des points. J'ai fait allusion la première... Ah non, c'était pas avec vous. Pardon. Bon, alors pour ne pas allonger, je dis par exemple que le fameux espace des couleurs à trois couleurs est un espace dans lequel on ne peut pas on ne peut pas isoler des points. Bon, je dis ça juste comme ça parce que j'ai ma langue à fourcher, mais je vais pas entrer dans ce genre de discussion ce soir. Bon. Alors, tout ceci ne prouve qu'une seule chose, c'est que ça conduit à l'atomisme plus l'espace euclidien. Alors, ce qu'il y a qui change chez Gassendi et Huygens par rapport à Galilée, c'est que, d'abord, ils introduisent le mot atome, comme étant une réminiscence de Démocrite, etc. Ce que ça n'est pas, pour une raison d'ailleurs qui va apparaître tout de suite. Et ils disent que pour pouvoir les suivre à la trace, eh bien, il faut que ces atomes possèdent trois propriétés, qu'ils soient indivisibles, bon, d'accord, rigides, c'est-à-dire qu'ils ne se déforment pas. En termes géométriques, on dit qu'il faut que lors de leur déplacement, ils soient congruents à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils occupent, qu'ils ne changent pas de forme. Et troisième propriété, impénétrable. De manière à ce qui veut dire que les espaces occupés, parce qu'à partir de maintenant, le mouvement, l'espace entre réellement en jeu. Donc, l'espace occupé par les atomes, par les divers atomes, les espaces ne doivent pas se recouvrir. C'est ça que veut dire que les atomes sont impénétrables. Alors, justement, si j'essaye de comparer cette conception des atomes indivisibles, rigides, impénétrables à celle des atomistes grecs, eh bien je vois qu'il n'y avait pas la propriété d'impénétrabilité. La rigidité au sens de non-déformation au cours du mouvement n'existait pas non plus. Ils étaient insécables, ça d'accord, donc indivisibles c'est la même chose, mais ils se distinguaient uniquement par leur figure, leur taille et leur mouvement, et jamais il n'a été question du fait qu'ils puissent conserver leur forme, donc leur figure, on en parle, mais il n'est jamais dit qu'ils soient rigides, et d'autre part, jamais dit non plus qu'ils soient impénétrables. C'est peut-être en filigrane dans tout ce que disent les atomistes, mais le fait est qu'ils ne le disent pas. Or, ce qui caractérise Gassendi et Huygens, les premiers atomistes post-galiléens, c'est justement qu'ils insistent très fortement là-dessus, au point même d'ailleurs que Gassendi crée une catégorie qui unit impénétrabilité et rigidité, et qu'il appelle ça la solidité. Alors, ce n'est pas un hasard s'il parle de solidité. C'est quand même l'héritier de Galilée, lequel avait mis au même plan que le mouvement, que l'étude du mouvement, l'étude de la résistance des matériaux, donc de leur solidité. Et, mais, justement pour éviter la force occulte, il a une idée qu'il trouve probablement juste puisqu'il l'expose, qui est que, en somme, sans dire je vais remplacer la force occulte de Galilée par autre chose, mais c'est ça qu'il fait, et c'est certainement ça qui l'a motivé, eh bien, il a une autre conception de la résistance des matériaux que différente de celle de Galilée. Cette conception, elle repose non pas sur de la colle, mais sur une résistance supposée infinie des atomes. C'est-à-dire qu'une résistance à la déformation et au mouvement et à tout, qui soit
ils sont infiniment durs, infiniment solides. Et comme pour lui, solidité, c'est impénétrabilité et rigidité, eh bien, on voit bien ce que ça veut dire. Donc, ils sont infiniment durs et il dit il n'y a pas à comparer leur dureté en dire qu'ils sont plus durs que le diamant ou moins durs que le diamant. Ça n'a pas de sens. Leur solidité, leur dureté est infinie. Et ce n'est pas l'expérience, nos sens, etc., qui vont nous dire comment expliquer la résistance des matériaux, et encore une fois, c'est un point fondamental à cette époque. Ce n'est pas par l'expérience, par l'observation que nous le saurons, autrement dit, c'est anti-galiléen au possible, puisque le testament de Galilée, son discours sur les deux grands systèmes du monde, part de, voyez, Seigneur, nous sommes dans ce magnifique arsenal, et puis nous avons vu que quelqu'un nous a dit qu'il fallait, on pouvait pas faire des poutres aussi grandes qu'on voulait, etc. Il faut expliquer ça. Donc lui, il l'explique. C'est un peu un retour d'ailleurs à l'atomisme grec, c'est-à-dire un atomisme logique dans lequel on part de principes, en l'occurrence totalement invérifiables, et pour cause. Sur les atomes, c'est bien ce qui d'ailleurs sera gênant, c'est qu'on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut puisqu'on ne peut rien vérifier. Tout est toute vérification et le résultat des conséquences. Donc, pour éviter la force occulte, justement, Gassendi, lui, n'hésite pas à penser que la résistance des matériaux vient de ce que les atomes sont eux-mêmes infiniment résistants, et puis il y a plus ou moins de jeu entre eux, leur disposition les uns par rapport aux autres fait que les corps sont plus ou moins résistants. Vous voyez bien que c'est beaucoup moins riche que l'idée de quelque chose qui attirerait les atomes ou corpuscules, pour parler comme Galilée, entre eux. Donc c'est une régression d'une certaine façon. Et d'ailleurs, Huygens, qui adopte la même théorie, s'étonne devant Leibniz, dont je vais parler dans un instant parce que c'est quand même la grande figure avec Newton du XVIIe siècle, que Leibniz puisse voir dans cette rigidité, cette solidité infinie des atomes, un miracle permanent. C'est d'ailleurs, quand il dit un miracle permanent, c'est ironique. Hein. Pour Gassendi, il n'y a pas de miracle à ça, puisqu'on ne peut pas faire autrement, sinon on en revient à la force occulte. Donc, pour lui, la physique, ou en tout cas la science, c'est d'étudier les changements qui sont produits par le choc des atomes les uns sur les autres, compte tenu de leur solidité, impénétrabilité, rigidité et insécabilité évidemment. Et la seule chose qu'il faut déterminer donc, ce sont les lois exactes du mouvement de ces corpuscules, puisque donc tout est corpuscule et mouvement, contrairement à ce que dira Descartes à peu près à la même époque, où tout est figure et mouvement. Mais je ne parlerai pas de Descartes aujourd'hui, d'abord parce que beaucoup de gens dans cette assemblée doivent en savoir 100 fois plus que moi sur Descartes, et ensuite que dans mon schéma de désobstantialisation, il n'apparaît pas comme essentiel. Bon, il l'est certainement, de toute façon Newton est en réaction contre Descartes, mais ça m'a paru plus commode de laisser le cas de Descartes à part. Et ce que découvre Gassendi et surtout Huygens à cette occasion, eh bien ce sont des lois, alors comme par miracle, ce sont des lois de conservation. Autrement dit, il s'agit d'expliquer le déplacement de corps qui sont identiques à eux-mêmes, mais avec une qualité en plus. Je dis qualité, on dirait propriété aujourd'hui en physique moderne, une qualité en plus qui est leur impénétrabilité, rigidité. Bien. Et compte tenu de ça, il faut trouver les lois du mouvement. Et si on sait ça, on sait tout sur la nature, en principe. Bon. Et ce à quoi ils aboutissent, c'est à décrire la manière dont se produisent les chocs, puisque c'est la seule possibilité pour qu'il y ait du changement, c'est qu'il y ait choc entre ces atomes. Et ces lois, dans ces lois, ils en découvrent deux, qui sont la loi de conservation de ce qu'aujourd'hui nous appellerions l'énergie, mais qui s'appelle la force vive à l'époque, et de la quantité de mouvement. Effectivement, la quantité de mouvement, donc, je rappelle rapidement pour ceux qui l'auraient oublié, que c'est
c'est pas vraiment la quantité de mouvement. Ça, c'est une spécialité française de l'appeler comme ça. En fait, c'est ce que les Anglais et les Allemands appellent impulsion, impulse en allemand et impulse en anglais. Momentum aussi en anglais, mais ça, c'est encore une autre affaire. Donc, c'est une impulsion. Et cette impulsion, elle sera formalisée elle n'a pas été formalisée totalement par Galilée qui avait l'idée de ça, qui via justement momento. Elle sera formalisée rigoureusement par Newton à la génération d'après, en disant que c'est en somme le produit d'un coefficient massif, la masse, par la vitesse. Et on sent bien que l'impulsion est d'autant plus forte que le corpuscule a une vitesse plus grande et qu'il a une masse plus forte, qu'il représente une quantité de matière plus forte. Mais de là à parler de quantité de mouvement comme nous le faisons, il faut mettre quantité trait d'union 2, trait d'union mouvement, parce que ça n'est pas une quantité de mouvement. Le mouvement n'est d'ailleurs pas vraiment quantifiable. Donc, ils aboutissent à quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que, bien qu'ils ne soient pas dans la lignée de ce qui va suivre, je parle d'eux, ils aboutissent à ce chaînon qui va de l'identité à elle-même de la matière, qui est totalement substance et rien d'autre, et puis qui ne peut produire d'autre chose que des chocs, à la constance au cours du temps, de certaines grandeurs plus abstraites que la matière, mais plus abstraite, c'est encore à voir, parce que les atomes, pour eux, c'est quelque chose de très abstrait, c'est une construction de l'esprit. Donc, vous voyez là se transporter en somme la substance ou la substantialité de la matière elle-même aux lois qui régissent le mouvement de la matière. Car dans un cas, la matière, c'est ce qui subsiste, ce qui reste identique à soi-même. Et de là, on passe sans difficulté, c'est très facile à voir en lisant Huygens, à l'idée que quelque chose se conserve, qui n'est pas forcément la matière. Quelque chose d'abstrait, l'énergie, la quantité de mouvement, etc., se conserve. Donc, on voit que la substantialité, qui, il faut bien le dire, est une notion absolument essentielle, parce que dans le désordre de nos sensations et de nos représentations du monde, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui reste constant. Eh bien, c'est avec Huygens que se fait ce changement essentiel, selon moi, où on passe de la substantialité de la matière elle-même à la substantialité de quelque chose qui est lié à la matière, mais qui n'est pas la matière elle-même, et qui est plus abstrait que la matière, en l'occurrence, donc l'énergie et la quantité de mouvement. Bon. Euler, comme disent les gens qui savent parler allemand, plus tard, dans son cours sur la science de la nature, donc il expose les théories de ses prédécesseurs, dit la science de la nature ne consiste en rien d'autre que montrer dans quel état étaient les corps au moment où tel changement est intervenu, et à montrer ensuite que, compte tenu de leur impénétrabilité et de leur rigidité, le changement qui est intervenu était le seul qui pouvait intervenir. Donc on voit là naître en même temps l'idée d'un déterminisme, c'est-à-dire il faut repérer dans quel état se trouve. Si on assiste à un changement, ou un mouvement, il faut repérer dans quel état se trouvait le système matériel, corpusculaire, avant le changement. Et puis ensuite montrer que, compte tenu de leur impénétrabilité et rigidité, qui est la contrainte essentielle, eh bien le changement qui s'est produit est le seul qui pouvait se produire. Tout ça est assez subtil et reste en fait en toile de fond de tout ce que nous pensons sur la science. Euler toujours dit « La science doit obéir au principe suivant. La cause de tous les changements que subissent les corps se trouve dans la nature et les qualités des corps eux-mêmes. » Bon, alors ça c'est un point subtil et important, parce que la cause, elle est dans les corps eux-mêmes.
on est encore loin de l'idée que la cause du changement du mouvement, ça puisse être une force qu'on applique, comme nous disons, à un corps. La cause du changement, du mouvement, elle se trouve dans la nature et les qualités des corps eux-mêmes. Donc c'est inhérent à la matière. Et de ce point de vue, l'étude du mouvement et la manière dont la science, la physique, etc., tout ça c'était expliqué très clairement chez Euler, l'étude du mouvement, ça sert essentiellement à déterminer les caractéristiques des corps. En effet, puisque les mouvements ne peuvent pas être autres, il faut arriver à comprendre pourquoi les mouvements ne sont ceux qu'ils sont réellement, et que, par ailleurs, la cause du mouvement, elle est inhérente à la matière, elle est à l'intérieur des corps, et bien du mouvement, on peut probablement remonter de la constatation du mouvement, à condition d'avoir une théorie justement de la manière dont ça se passe, on peut remonter aux propriétés de la matière. Donc, et ça, tout le XVIIe siècle sera dominé par cette idée, à savoir que le mouvement, c'est ce qui nous indique quelle est la nature quelles sont les propriétés de la matière. Là aussi, c'est une idée qui nous est étrange. Aujourd'hui, on ne pense pas du tout dans ces termes-là, pour la bonne raison qu'on ne pense pas que la cause du mouvement soit inhérente à la matière. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que des gens qui nous semblent comme Galilée et j'y viens Newton aussi familiers qu'eux, en tout cas qui sont nos grands ancêtres, eh bien ils raisonnaient dans des catégories de pensée qui nous sont tout aussi étrangères finalement que la forme d'Aristote. Alors, je viens justement à Newton et au passage de cette forme de substantialisation de la matière que l'on a dit totalement mécaniste, parce que ce n'est que de la cinétique, c'est-à-dire du mouvement et des corps, des atomes. Et c'est avec Newton que va s'introduire la force, bien évidemment, et par là le dynamisme, puisque dynamisme, c'est le mot grec, dont force est une des traductions. Alors, de même qu'avec la nouvelle pensée du mouvement qu'avait inauguré Galilée, naît une nouvelle conception atomiste et mécaniste de la matière. Et bien, de même avec Newton, qui crée une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qui introduit des forces comme cause, et bien du mouvement, et bien va naître une autre conception de la matière qui cette fois sera toujours substantialiste mais dynamique, c'est-à-dire faisant intervenir des forces. Alors, je le répète, chez Gassendi et chez Huygens, les choses sont plus compliquées chez Galilée, chez Gassendi et chez Huygens, il n'y a pas de force. C'est justement pour éviter les forces occultes qu'ils ont fait toute leur physique. Alors, je dis d'abord deux mots de la force newtonienne. Parce que je suis persuadée que la manière dont nous la pensons aujourd'hui ne correspond pas du tout à la manière dont Newton et ses contemporains l'a concevue. Au départ, c'est-à-dire quand il commence à réfléchir, Newton se situe dans la continuation de ses prédécesseurs, Gassendi et Huygens. D'ailleurs, il entretient avec Huygens de bons rapports. Il dit quelque part Huygens est le seul qui, je ne sais plus trop quoi. Et donc, sa stratégie, c'est la même que la leur, c'est-à-dire utiliser l'étude du mouvement et des changements de mouvement, évidemment, on va voir que c'est essentiel, pour connaître les caractéristiques de la matière. Bon. Donc il reprend leur programme stratégique. Pour lui, donc, la force, et en ceci il est vraiment contemporain de Huygens, je pense que pour lui, la force est l'expression d'un pouvoir.
Alors, qui dit pouvoir se frôle un peu le bûcher quand même, hein, ça se tend vers les forces occultes. Nous ne le dirions plus aujourd'hui, sauf que dans les cours de récréation avec les Superman, les Yu-Gi-Oh et Harry Potter, les pouvoirs ont repris de la vigueur. Mais pour lui, il parle de pouvoir, et c'est l'expression d'un pouvoir qui relie les corps, donc la matière, entre eux, selon leur nature interne et par ailleurs aussi leur position respective et leurs états de mouvement respectifs. Bon, alors quand je dis les choses comme ça, ce n'est peut-être pas clair, et je vais j'espère vous faire comprendre ce que je veux dire en présentant la manière habituelle de présenter la force de Newton. D'habitude, on dit que la force, alors tout vient de la fameuse relation F égale MA, M gamma pour ceux qui ont plus de 60 ans, mais MA depuis au moins 30 ans dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire que la force est égale à la masse, un coefficient donc de masse, multiplié par l'accélération. Ou encore, et c'est ça qui est dit explicitement aussi dans les Principia de Newton, c'est que, alors je vous le dis rapidement, j'ai pas de quoi écrire, mais peu importe. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la force, c'est la masse que multiplie la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais comme la masse ne varie pas dans le temps, c'est ce qui se perpétue, etc., et qui ne bouge pas, c'est aussi la dérivée par rapport au temps du produit masse-vitesse. Et ce produit masse-vitesse, c'est ce que Newton définit comme impulse, momentum, ce que nous appelons quantité de mouvement à tort. Donc, la force, dit-on, quand on le dit comme ça, c'est déjà très bien, c'est ce qui produit une certaine variation d'impulsion, pour ne pas utiliser quantité de mouvement, pendant un certain temps. Donc une force appliquée pendant un certain temps produit une certaine variation de la quantité de mouvement. D de mv sur dt, pour utiliser les notations différentielles que Newton n'utilisait pas d'ailleurs. Bon. Donc, la force est, en somme, définie par le type de changement de mouvement, le d de l'impulsion, qu'elle produit pendant un certain temps dt. Or, chez Newton, les choses ne se présentent pas comme ça. Pour Newton, la force est un pouvoir, et quand nous disons ça, nous pensons explicitement et implicitement que la force est appliquée au corps, c'est ça qui lui produit un changement de mouvement, et que ça ne provient en aucune façon du corps lui-même. C'est qu'on lui applique une force et ça l'oblige à changer son impulsion. Eh bien, chez Newton, c'est tout à fait différent, quand on lit bien les textes. Chez Newton, c'est l'expression, la force est l'expression d'un pouvoir, et il emploie lui aussi un mot, mais enfin on sait bien que Newton n'avait pas peur d'alchimie et de l'occultisme, un mot qui appartient à une autre tradition. Donc c'est l'expression d'un pouvoir qui lie les corps entre eux en raison, enfin à proportion de ou selon leur nature, la nature des corps. Parce que jamais, alors sauf que c'est, on pourrait mettre là-dessous la masse pour nous, mais on n'appelle pas la masse la nature du corps. Selon leur nature interne, donc, c'est-à-dire selon la matière, selon leur nature interne, et, ajoute-t-il, ce qui nous fait retomber dans la tradition rationaliste, leurs positions respectives et les états de mouvement respectifs. C'est-à-dire que selon qu'ils sont ici ou là, eh bien, une même force appliquée produira tel ou tel changement d'impulsion, ou selon leurs dispositions géométriques relatives, ça produira tel ou tel effet. Bon. Mais pour Newton, donc la fameuse relation, la deuxième loi de la dynamique, F égale ma, doit être lu dans le sens inverse de celui dans lequel nous le lisons aujourd'hui. Pour nous, c'est ce qui définit la force. Et pour Newton, ce n'est que l'expression d'un pouvoir qui est dû à des propriétés internes à la matière.
Alors, c'est parce que ensuite tout ça a été fortement réélaboré au XVIIe et au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, et que pour les besoins de l'enseignement, c'est beaucoup plus simple de présenter les choses, et d'ailleurs beaucoup plus conforme à ce dont on s'est aperçu par la suite, que nous l'enseignons comme ça. Mais pour Newton, ce n'était pas ça. En somme, on ne peut pas dire que Newton a vu juste en pensant faux. Ça serait totalement faux de dire ça. Mais Newton est encore dans cette tradition dans laquelle les corps ont un pouvoir. Et la force, c'est l'expression d'un pouvoir de ces corps. Bon. Aujourd'hui, encore une fois, le mot pouvoir, avoir des pouvoirs, c'est un mot qui est exclu du langage adulte, raisonnable, scientifique, rationnel, etc. Et qui ressurgit, parce que j'ai pas le souvenir que dans mon enfance on ait parlé de pouvoir, mais qui ressurgit très fortement aujourd'hui, de façon qui caresse bon, je sais pas si on peut parler de mentalité enfantine, en tout cas caresse les désirs des enfants actuels dans le sens du poil. Alors, de ce que Newton est encore dans la tradition des pouvoirs inhérents au corps, résulte un certain flou dans la définition de la matière qui a été abondamment, de la force, pardon, qui a été abondamment commentée. D'abord, Newton distingue dans les Principia, qui sont donc son œuvre principale, deux types de forces, mais je vais dire lesquels dans un instant, mais il ne donne pas de définition de la force. On peut dire qu'il est très rusé, qu'il sent bien qu'il faut rester dans le flou de manière à laisser toutes les possibilités ouvertes. Il ne donne pas de définition du mot force qui permettrait de comprendre pourquoi les deux types de force qu'il présente doivent obligatoirement porter le même nom. Pourquoi il s'agit dans les deux cas de la même chose. La première force, c'est... bon, alors je vais le dire en latin, parce que... d'abord parce que c'est écrit en latin, et puis parce que les problèmes de traduction, non pas du mot vis, moi je vais dire vis parce que j'ai appris le latin comme ça, du mot vis, V-I-S, c'est pas ça qui fait problème, c'est des adjectifs qui vont avec. Donc, il y a deux forces, la vis incita et la vis impressa. Alors, la vis incita, c'est-à-dire celle qui est dans le site, in situ, dirions-nous en latin de cuisine, c'est définition donnée par Newton lui-même, hein, le pouvoir, je dis bien pouvoir, de résistance par lequel chaque corps persévère, autant qu'il est en lui de le faire, je souligne là aussi, dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme, en ligne droite. Bon. C'est ce que nous appelons, ce que on pourrait appeler la force d'inertie, si le mot force d'inertie dans la physique, après Einstein, c'est absolument impossible de l'employer. Bon. Donc, si jamais on vous a bourré le crâne avec des trucs pareils, oubliez, parce que c'est pas, parce que l'enseignement est toujours un petit peu en arrière de l'avancée de la science, c'est normal, et d'ailleurs, heureusement. Donc, la vis incita, qui est la force qui est dans le site, eh bien, c'est un pouvoir de résistance par lequel chaque corps persévère, donc il a le pouvoir de persévérer. C'est l'énoncé du principe d'inertie, ça, hein, savoir que tout corps sur lequel rien n'agit, eh bien, persévère dans son état de mouvement ou de repos rectiligne uniforme. Donc, c'est un pouvoir de résistance par lequel chaque corps persévère autant qu'il est en lui de le faire, donc c'est bien en lui que tout ça réside, dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite. Quant à la vis impressa, qui est imprimée, impressa, eh bien c'est, je cite Newton, l'action, on comparerait à pouvoir, exercée sur un corps qui a pour effet de changer son état de repos ou de mouvement uniforme rectiligne, ce qui est la seconde loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, dont la première loi de Newton, qui est le principe d'inertie, n'est qu'un cas particulier, parce que si aucune force imprimée n'est appliquée, eh bien, il continue, dans ce cas-là, il n'y a pas de changement, puisque la force, la vis impressa, c'est l'action exercée sur un corps qui a pour effet de changer son mouvement. Bon. Donc,
c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les exégètes un peu soigneux de Newton présentent la force chez Newton d'une façon tout à fait différente de celle qu'on croit, parce que ça a été une réélaboration secondaire, être chez Newton, alors que ça n'est pas chez Newton, où finalement tout est réduit à une force imprimée. Pour nous, il n'y a que ça qui compte. Bon. Alors, en fait, je ne sais pas si ceci nous vient d'Einstein ou pas, si c'est la faute à Einstein ou pas. Mais le fait est que Einstein, c'est quand même celui qui, en 1916, donc c'est quand même longtemps après Newton, a réussi justement ce tour de force qui consiste à ce qu'il n'y ait que des forces appliquées, que des forces imprimées, impressées. Parce que pour Einstein, il résout un problème qui avait longtemps gêné Newton. Il s'attaque à un problème qui a longtemps gêné Newton et qui l'a gêné lui aussi jusqu'en 1916, qui est celui de la gravitation. Parce que parmi les forces imprimées que cite Newton, il y a la force de gravitation. Vous savez que les Principia de Newton, c'est les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il y a une première partie qui est à proprement parler les principes de la philosophie naturelle, qui sont les trois principes fondamentaux de la dynamique et leurs diverses implications, explications et conséquences et corollaires. Et puis, il y a une deuxième partie qui est l'état du monde, c'est-à-dire la description du système solaire, puisque le monde, à ce moment-là, se réduit à ça, dans lequel, reprenant les idées coperniciennes, Kepler, Galilée, etc., d'abord, il fait tourner la Terre et les planètes autour du Soleil, et il trouve, puisque précisément, c'est toujours la même idée, que le mouvement doit nous indiquer, est un indice de ce qui se passe réellement. Eh bien, à partir du mouvement tel qu'il a été observé très minutieusement par Kepler, donc qui a même décrit les orbites et la manière dont elles sont parcourues, eh bien, Newton remonte à la force qui les produit, c'est-à-dire à la propriété du corps qui les produit. Sauf que là, c'est un espèce d'intermédiaire parce que la gravitation, cette force, elle n'est pas dans le corps, elle est impressa, elle est plus que pas dans le corps, elle est le corps, la gravitation, c'est une force d'attraction à distance, ce qui pose d'autres problèmes. Bon, donc ayant repris ce problème, Einstein aboutit à l'idée qu'en fait il n'y a pas de vis incita, c'est-à-dire de force d'inertie, de pouvoir de résistance par lequel chaque corps, etc., que ce fameux pouvoir, ce n'est autre que la force de gravitation. Et ça, c'est absolument génial, parce que jusqu'en 1916, en somme, on vivait sur l'idée qu'il y avait un certain pouvoir dans la matière. Quelquefois, on le plaçait, ce pouvoir, dans l'espace. Il résistait à la matière, ou la matière résistait à l'espace, enfin, c'était pas très clair. En fait, cette vis incita, on a eu raison, finalement, de l'éliminer et de ne présenter la force newtonienne que comme une vis impressa, c'est-à-dire une force imprimée, exercée, mais on a raison qu'après coup. Parce que Einstein, lui, on lui a aussi fourgué l'idée que la force newtonienne, c'était une force extérieure. Ce n'est qu'en étudiant les textes de Newton, ce qu'il avait fait, qu'il a vu qu'il y avait un problème qui était là dans cette dualité vis incita, vis impressa. Donc, exit les pouvoirs définitivement, ou du moins en 1916, puisque ce qui était le reste de pouvoir de la matière n'est en fait que dû à une force comme les autres. Elle s'exerce à distance, mais à l'époque, en 1916, c'était plus un problème. On avait réglé la question, je vais dire tout dans un instant comment. Il n'y a que des forces imprimées, exercées sur des corps, y compris la vis incita, qui n'est que de la gravitation. Car ce que montre la relativité générale, c'est que gravitation et inertie sont une seule et même chose. Plus exactement, ce sont deux faces de la même, du même phénomène, enfin de la même propriété. Bon. Alors,
J'ai dit il y a un instant qu'il fallait absolument, pour comprendre ce qu'est la matière pour Newton, de dire ce que c'est qu'une force, et je crois l'avoir suffisamment démontré. Ce qui a été aussi clair dans ce que j'ai dit, c'était que pour Newton, eh bien, la force est quelque chose qui lie les corps entre eux. Parce que j'ai dit, et puis ensuite je l'ai explicité, que la force pour Newton, c'est l'expression d'un pouvoir qui relie les corps entre eux. Hein. Les corps, c'est-à-dire la matière, entre eux, selon leur nature, leur position et leurs mouvements respectifs. Bon. Eh bien, c'est une possibilité pour comprendre une certaine dynamique, pour mettre en scène une certaine dynamique. Mais ce n'est pas la seule possible. Car, justement, tout le XVIIe siècle a été occupé par la querelle Leibniz-Newton sur la nature de cette force. Car c'est pas tout d'avoir dit que c'est quelque chose qui lie les... enfin, d'avoir introduit le mot force, avec toutes les ambiguïtés que ça comporte. Encore faut-il préciser de quoi il s'agit. Eh bien, si si Newton et Leibniz sont d'accord sur une chose, c'est que c'est l'idée contre Descartes que tout ne peut pas s'expliquer uniquement en termes mathématiques et arithmétiques, c'est-à-dire par figure et mouvement. Bon, ça c'est une première idée qu'ils ont en commun. Et donc tous les deux se sentent obligés, pour expliquer que le monde tel qu'il va, d'introduire une force. Seulement, ils ont des conceptions radicalement différentes de ce qu'est une force. Pour Newton, c'est quelque chose qui lie les corps entre eux. Pour Leibniz, c'est une émanation. Donc, dans tous les cas, ils pensent que c'est un pouvoir de la matière, en somme, hein, qui a le pouvoir, l'expression du pouvoir de relier deux corps, pour Newton. Et pour Leibniz, c'est quelque chose qui émane du corps, et qui agit au gré des rencontres qu'il fait, etc. Donc, pour Leibniz, qui est férocement opposé à Newton, mais finalement Newton aura sa peau, au sens propre du terme, l'élément ultime n'est pas l'atome muni d'un certain pouvoir, mais de liaison avec d'autres atomes, mais c'est une unité particulière, indécomposable, tout comme l'atome d'ailleurs, sans étendue. Là, la question n'est pas tout à fait claire pour comparer aux atomes, parce que c'est pas très clair de savoir si les corpuscules ont ou non une étendue chez Newton. Mais en tout cas, source au sens de robinet, source de force, et cette force est conçue comme un pouvoir émis. Il y a émission de pouvoir, alors que chez Newton, il y a transmission, transfert de pouvoir, en somme, d'un corps à l'autre, liaison par un pouvoir de lier. Et alors, vous savez comment Leibniz s'appelle ça, c'est ce qu'il appelle une monade. Et la monade, elle est pure activité, puisqu'elle n'a pas d'extension, elle est indécomposable, etc. D'ailleurs, Leibniz dit, en termes propres, la substance, alors la substance c'est la matière à l'époque, hein, est un être capable d'action, une force primitive. Alors, donc on a au XVIIe siècle cette situation où on ne peut pas se passer, on est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas réduire, on ne peut pas accepter une substantialisation complète de la matière, qu'il faut quelque chose de plus qui est une force. Les gens ne sont pas d'accord, enfin les deux principaux ne sont pas d'accord sur ce que c'est cette force, mais ils sont d'accord sur la nécessité de cette force. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'avais essayé de montrer que cette force, qu'elle soit chez Leibniz ou qu'elle soit chez Newton, est en fait une résurgence, une réminiscence, oui, une résurgence, un meilleur mot, je crois, de la forme aristotélicienne. Pourquoi? Eh bien parce que
Newton, lui, il n'a pas peur des forces occultes, on le sait, mais bien qu'il n'ait pas peur des forces occultes, la cohésion de la matière, qui n'est pas une de ses préoccupations principales, mais qui est quand même une préoccupation pour lui, eh bien, il l'explique à l'aide de forces dont il dit qu'il ne sait pas, de même que l'attraction, c'est bien connu, hypothésis non fingo, je laisse aux autres le soin de dire ce que c'est que cette attraction à distance, etc. Donc, de même, il introduit des forces pour expliquer la cohésion de la nature. Et ce qui est curieux d'ailleurs, de la matière, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que chez Galilée, il y avait la science du mouvement et la science de la résistance des matériaux, les deux sciences nouvelles. Chez Newton, il y a le grand œuvre, qui ne concerne que le mouvement, les lois du mouvement et puis l'application à la gravitation universelle. Et puis à côté, il y a un ouvrage qui s'appelle l'optique, qui est donc une autre science, qui en somme tient lieu de ce qui occupe la même place que la science des matériaux chez Galilée, c'est-à-dire quelque chose qui permet de comprendre le monde, donc la matière, en ajoutant quelque chose au mouvement. Et je vais bientôt finir, oui. Newton dit: tout cela bien considéré, il me paraît très probable que Dieu forma au commencement la matière de... Alors, il dit ça, c'est dans les fameuses questions qui sont ajoutées à l'optique de Newton, laquelle optique est absolument remarquable, géniale, tout ce que vous voudrez, mais ce qui est encore plus génial, ce sont les questions qui sont posées à la fin sur le mode interrogatif négatif. N'est-il pas vrai que, etc. Et après avoir posé je ne sais plus combien de questions, 45, 46, il termine par tout bien considéré. Il me paraît très probable, alors là c'est plus n'est-il pas vrai que, hein, mais il me paraît très probable que Dieu forma au commencement la matière de particules solides, pesantes, dures, impénétrables, mobiles, de telle grosseur, figure et autres propriétés, en tel nombre et en telle proportion à l'espace, tel nombre et telle proportion, qui convenait le mieux à la fin qu'il se proposait. Par cela même que ces particules primitives sont solides et incomparablement plus dures qu'aucun des corps qui en sont composés, et si dures qu'elles ne s'usent et ne se rompent jamais, rien n'étant capable, suivant le cours ordinaire de la nature, de diviser ce qui a été primitivement uni par Dieu lui-même. Tant que ces particules restent entières, elles peuvent former des corps de même essence et de même contexture. Mais si elles venaient à s'user ou à se briser, l'essence des choses, qui dépend de la structure primitive de ces particules, changerait infailliblement. Ah oui, alors j'aurais dû dire aussi que ces questions, dont celle-ci, dans ce que je vous lis est la conclusion, ce sont essentiellement des questions d'alchimistes. N'est-il pas vrai que quand on mélange le mercure avec nanana, etc., mélanger d'ailleurs avec des questions, n'est-il pas vrai que la matière est faite d'atomes, ou n'est-il pas vrai que la lumière agit comme ceci, etc. Mais donc on est là dans justement ce que la science positiviste a refusé de regarder pendant des siècles, à savoir le lien avec l'alchimie. L'eau et la terre, composées de vieilles particules usées ou de fragments de ces particules, ne seraient plus cette eau et cette air primitivement composées de particules entières. Et alors, il ajoute, il me semble d'ailleurs que ces particules n'ont pas seulement une force d'inertie. C'est le mot qui a été banni maintenant de l'enseignement à juste titre, c'est le vis incita, d'où résultent les lois passives du mouvement. C'est les deux lois, justement. Mais qu'elles sont mues par certains principes actifs. Alors ça, c'est écrit en anglais, hein, l'optique. C'est une science moins importante que celle du mouvement, par conséquent, on utilise une langue vernaculaire. Et le mot, c'est vraiment certains principes actifs. Hein. Principe, c'est un mot qui, en principe, n'existe plus en physique depuis Galilée, hein, puisqu'on a répudié la physique aristotélicienne. Mais qu'elles sont mues par certains et puis principe, c'est aussi un mot de l'alchimie théorique, par certains principes actifs tels que celui de la gravité, celui de la fermentation, celui de la cohésion des corps. Je considère ces principes non comme des qualités occultes qui résulteraient de la forme spécifique des choses, mais comme des lois générales de la nature par lesquelles les choses mêmes sont formées. Bon.
Et il continue, ces sortes de qualités occultes arrêtent les qualités occultes, oui, arrêtent les progrès de la physique. Et c'est pour ça que les philosophes modernes les ont rejetés. Dire que chaque espèce de chose est douée d'une qualité occulte particulière par laquelle elle agit, c'est l'histoire de la vertu dormitive de l'opium, ça, et produit des effets sensibles, c'est ne rien dire du tout. Mais déduire des phénomènes de la nature 2 ou 3 principes généraux de mouvement, ensuite faire voir comment les propriétés de tous les corps et les phénomènes découlent de ces principes constatés, serait faire de grands pas dans la science, malgré que les causes de ces principes demeurassent cachées. Aussi n'ai-je pas hésité d'exposer ici divers principes de mouvement, puisqu'ils sont d'une application fort générale, laissant à d'autres le soin d'en découvrir les causes. Donc, si maintenant je compare cette force à la forme aristotélicienne. Pour Newton, et pour Leibniz aussi, la matière contient un pouvoir. Et à côté de la matière brute, inerte, etc., insécable, qui existe à côté, et en même temps que la matière brute, et qui donne aux phénomènes la forme qu'ils ont, puisqu'il faut une force de fermentation, une force de gravité, etc. Donc, il existe un pouvoir inhérent à la matière et qui donne leur forme aux phénomènes. Alors, si je me souviens que matière, c'est la traduction déformée de ousia, que l'ousia était la combinaison indissociable de la matière brute, dirions-nous aujourd'hui, et de la forme eidos, qui est le principe actif, eh bien, j'ai du mal à résister à l'idée que la force de Newton ne soit pas une forme de réactivation de la forme d'Aristote. On ne peut pas expliquer le monde rien qu'avec de la matière brute. On a besoin d'autre chose. C'est comme ça que Aristote introduit la forme, qui est le principe actif, et c'est comme ça que Newton introduit la force comme action, principe actif, n'est un pouvoir que la force incita, qui est d'ailleurs assez mystérieuse. Mais la force, même si il a fallu attendre Einstein pour que toutes les forces ne soient que des forces imprimées, eh bien, chez Newton, il y a quand même cette idée que les autres forces sont un peu mystérieuses, que la seule vraie force pour Newton, s'il avait pu, il aurait bien aimé tout réduire à des forces de contact. Et le fait que cette force soit un lien qui unit les corps au-dessus des abîmes, comme l'a dit je sais trop quel poème, Tennyson ou je sais pas trop quoi, je sais pas trop qui, eh bien ça c'est un pis-aller. Mais de toute façon, il faut une force qui est un principe actif. Et donc, en somme, pour éviter d'avoir recours aux forces occultes, parce que certes, Newton est un alchimiste, mais c'est un alchimiste extrêmement intellectualiste, et donc il sait très bien que le mot force occulte ne dit rien. C'est l'histoire de il le dit explicitement, j'ai cité la vertu dormitive de l'opium à ce propos. Eh bien, il est obligé de rétablir à l'intérieur de la substance ou de la matière, une dualité matière brute, je suis obligé d'ajouter brute, force, qui est en somme le pendant de la forme, j'en suis maintenant quasiment persuadée, de la forme chez Aristote. Alors là, je vais être obligée de m'arrêter parce que pour ne pas déborder trop, je voudrais simplement dire deux choses. J'aurais voulu développé à partir de cette idée de la force chez Newton qui lie, qui est un pouvoir de la matière, mais qui lie les corps ensemble. C'est de là qu'est née l'idée de champ. La forme de force préconisée par Leibniz n'a pas eu de succès pour une raison bien simple. D'ailleurs, c'est que
la théorie de Leibniz est incompatible avec le principe de relativité, à savoir qu'il existe des points de vue équivalents sur le monde, ce qui est d'ailleurs là le fondement de l'objectivité de la science. Bon. Pour lui, il y a un seul point de vue, c'est celui de Dieu, que reflètent les monades, etc. Et il n'y a pas, nulle part, l'équivalence des points de vue. Et de ce point de vue-là, ça ne pouvait faire que fausse route. C'était voué à l'échec, étant donné que justement la fameuse coupure épistémologique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'équivalence, qu'il existe des points de vue équivalents. C'est le principe de relativité énoncé par Galilée. Toujours est-il donc que, pour cette raison, c'est le type de force newtonienne qui l'a emporté. Mais est restée la gêne procurée à Newton par le fait que cette force était à distance. Et vous savez, ou en tout cas je vous le rappelle, que cette histoire de force à distance immédiate, agissant immédiatement à distance, qui est quand même, sans un peu le brûler, a été résolue par l'invention d'un des concepts majeurs, on pourrait presque dire le concept majeur de la physique à partir du milieu du XIXe siècle, qui est le concept de champ. Alors, un champ, c'est évidemment un mot emprunté au langage courant, mais qui a une signification bien particulière, c'est que la matière produit une modification de l'espace autour d'elle. Bon, alors, certes, il y a encore là l'idée d'un pouvoir, mais ça ne produit aucun effet s'il n'y a pas un deuxième corps qui va ressentir cette modification de la matière à l'endroit où il se trouve. Et voici comment est résolue la difficulté qui consistait à penser que la Terre agit là où elle n'est pas, au niveau de la Lune, et inversement d'ailleurs, et que c'est pour ça que la Lune tourne autour du Soleil. Eh bien, vu du point de vue du champ, la Terre, si elle était seule, produirait une modification de l'espace, mais insensible, c'est-à-dire en somme rien. D'un certain point de vue, si on considère l'espace comme un réceptacle vide, une boîte dans laquelle on met les choses, comme j'ai dit qu'on pouvait la considérer la dernière fois, Donc, mais s'il y a un deuxième corps, parce que Faraday fait remarquer à juste titre que pour s'attirer, il faut être deux, eh bien, s'il y a un deuxième corps, alors cette modification, il est sensible à cette modification de l'espace. Et la forme de ressentiment qu'il a de cette modification de l'espace, c'est sous forme de force d'attraction. Bon. Donc, le principe de l'action à distance, enfin, plus exactement, la difficulté de l'action instantanée et à distance, a été résolu, ça a mis un siècle et demi, plus d'un siècle, par l'introduction du concept de champ. Mais vous voyez bien que ce concept de champ, il nécessite qu'on soit deux, comme dirait Faraday, c'est-à-dire qu'il valide en fait la conception de la force à la Newton. Et de là à penser, ce qui a été le cas à la fin du XIXe siècle, que alors, à partir du moment où on a introduit le concept de champ, la manière dont la physique s'est représentée la matière et le monde, c'est de façon duale, une dualité matière-champ. La matière produit le champ et est sensible au champ, selon qu'elle a les deux fonctions. Bon. Donc ce n'est pas aussi émanatoire qu'on pourrait le croire quand je dis elle produit une déformation de l'espace. Donc la physique du 19e siècle s'est développée à partir de 1830 sur l'idée qu'il y avait une interaction entre le champ et la matière. C'était le jeu des interactions entre champ et matière, la matière produisant le champ agissant sur la matière, etc. indéfiniment, qui faisait le monde tel qu'il est. Pourquoi je disais ça? Ah oui. Vous voyez que déjà la matière est considérablement désubstantialisée puisqu'il lui faut au moins le champ ou la force, c'est la même chose finalement, pour pouvoir expliquer le monde, pour tenir même, puisque c'est le problème de la cohésion est en jeu là-dedans. Alors, à la fin du XIXe siècle, devant les progrès de la désubstantialisation de la matière, certains physiciens, et non des moindres, se sont demandé si finalement tout ne serait pas champ.
Autrement dit, si on pouvait pas si on pouvait pas se passer de la catégorie de matière, c'est-à-dire que un grain de matière, eh ben, ça serait une concentration très forte de champ. Cette idée vient aussi du fait qu'on démontre en théorie du champ, c'est mathématique, hein, c'est un théorème mathématique, que au voisinage d'une particule, d'un corpuscule, d'un atome, tout ce que vous voudrez, eh bien, le champ donne exactement les caractéristiques de cette particule. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un champ électrique, sa charge électrique, s'il s'agit d'un champ de gravitation, puisqu'on en est venu à parler comme ça, sa masse gravitationnelle, etc. Donc, des gens comme Lorentz, c'est un des grands pontes de la physique au début du XXe siècle, ami d'Einstein, beaucoup plus vieux, mais ayant compris qu'il fallait prendre un tournant, a lui montré comment on pouvait construire le monde. Il a imaginé un monde dans lequel tout ne serait que champ. Il n'est pas le seul, il y a un certain Gustav Mie dont la postérité n'a pas retenu le nom, mais qui pensait aussi qu'on pouvait expliquer la masse matérielle en termes de champ. Au moment où Einstein apparaît, eh bien, la matière a presque disparu. Bon. En fait, elle n'a pas disparu du tout, car simultanément est monté en puissance un courant qu'on a appelé énergétiste. J'ai parlé de l'énergie en disant que c'est une loi de conservation. Eh bien, que Huygens avait découvert une loi de conservation d'une grandeur qu'aujourd'hui nous appellerions l'énergie. Je ne vais pas faire l'historique de l'énergie, d'autant que ce qui est extraordinaire, c'est que force et énergie, dans toutes les langues européennes, ont été synonymes pendant très longtemps, jusqu'en 1854 exactement. Et après, on a fait la séparation entre force et énergie. Bon. Mais l'énergie, qui est ce qui se conserve, ça, c'est justement comment elle a été définie en 1854 par Helmholtz, qui a défini l'énergie comme ce qui se conserve pour un système isolé dans toutes ses transformations au cours du temps. C'est une grandeur abstraite qu'on peut calculer d'une certaine façon, il y a des règles pour ça. Mais cette grandeur, elle se conserve pour un système isolé. Bon. Pour Helmholtz, qui était tout autant biologiste que physicien, c'était un principe d'unité. C'est-à-dire que, justement, vous voyez bien que toute cette matière, ce n'est que de la matière inerte, et à côté, il y a la matière vivante. Et ce que cherchait à retrouver Helmholtz, c'était une certaine unité de la matière vivante et de la matière matérielle, si je peux dire, de la matière inerte. Il avait énormément fait d'études de biologie, d'études de la perception. D'ailleurs, l'exposition aux origines de l'abstraction qui a lieu en ce moment à Orsay, justement, retrace les liens qu'il y avait entre ces études de physique à la fin du XIXe siècle et les études des peintres. Tout tourne autour de la lumière et de la matière. Et donc de la manière dont la science explique ces deux choses-là. Donc Helmholtz, lui, définit l'énergie comme ce qui se conserve. À partir de ce moment-là, il y a eu tout un courant énergétiste pour dire la matière, ça n'existe pas, puisque ce qui se conserve, et donc ce qui existe, ce qui subsiste, au sens où ça se tient et ça se conserve, eh bien, c'est l'énergie. Donc, toute la substantialité du monde est réfugiée dans l'énergie. Et comme le champ transporte aussi de l'énergie, pour agir d'un endroit à un autre, ça correspond à un transport d'énergie, les deux courants se sont fusionnés pour penser que, effectivement, il n'y avait pas de matière, que la matière avait disparu. Ou en tout cas, il y avait une forte tentation pour que la matière ait disparu. Alors ça a fait crier d'horreur les matérialistes, dont Lénine au premier chef, le fameux matérialisme et empiriocriticisme de Lénine, et écrit en réaction
aux positions philosophiques dérivées des recherches mêlées de positions philosophiques d'un certain nombre de savants, pour qu'on n'oublie pas la matérialité des choses. Bon. En fait, plus important peut-être que matérialisme et empiriocriticisme, qui était très bien pour mettre les choses au point dans la tête des militants de l'action révolutionnaire, mais qui n'a pas eu une grande importance en tant que directive pour faire avancer la science, pour prendre une expression courante. Ce qui a fini par redonner un sens à la matière, c'est la fameuse relation E égale mc2 d'Einstein, conséquence de sa reformulation du principe de relativité, avec quoi tout a commencé, puisque je vous ai dit que c'était là que ça a commencé avec Galilée, qui dit qu'il y a équivalence entre l'énergie et la matière, c'est-à-dire, en effet, ce sont deux choses qui se conservent, mais c'est tantôt l'une, tantôt l'autre. C'est-à-dire que de la matière peut se transformer en énergie et de l'énergie en matière, mais que le complexe matière-énergie est ce qui se conserve. Donc, de nos jours, la substantialité du monde, c'est l'énergie-matière. Pour un physicien, en vrai dire, matière, ce n'est pas un concept, alors qu'énergie en est un. Ne serait-ce que parce que l'énergie étant une grandeur abstraite est susceptible d'une mesure, alors que la matière, sauf quand on parle de quantité de matière, mais ça ne dit pas tout, eh bien, on ne sait pas de quoi on parle, alors qu'au moins, avec l'énergie, on inclut cette force, cette forme aristotélicienne qui n'arrivait pas à trouver sa place dans la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Voilà, alors je n'ai pas démontré E égale mc2 comme je m'étais vanté de devoir le faire, de pouvoir le faire. Si vous voulez, je le mettrai sur Internet. Bon, là alors j'ai vraiment débordé, hein. Oui, je voudrais savoir si vous n'aimez, je voudrais savoir si vous n'aimez pas les travaux de Pierre et Marie Curie. Si, pardon. Si, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est évidemment... Vous les aimez pas ou... Ah, je les aime beaucoup. J'étais au lycée Marie Curie toute mon adolescence. Et on allait à l'enterrement d'Irène Joliot-Curie avec nos tabliers pour... Bon. Bien. Cela dit, je pense que Jean-Marc Lévy-Leblanc en parlera parce que c'est un phénomène quantique dont ils ont découvert une manifestation macroscopique, mais ça relève plutôt de la théorie quantique que d'autres choses. Alors, il est 8h moins quart. S'il n'y a pas de questions dans la salle... Si, il y en a une. Si, il y en a une. Oh, pardon. Oui. Bonsoir, madame. Vous pouvez lever la main que je vois où vous êtes? Oui, merci. Le champ, par exemple, un champ de gravité produit par une certaine masse. Quelle est votre interprétation de la naissance du champ à partir de la masse? Ça reste une question jusqu'à la théorie quantique. Parce que justement, cette dualité masse-champ, hein, matière-champ, c'est ce qu'abolira la théorie quantique. C'est-à-dire qu'au lieu que le monde soit fait de matière et de champ, de corpuscules et de champs, eh bien il ne sera fait d'un seul type d'objet, dont parlera Jean-Marc Lévy-Leblanc, et pour lequel il a forgé un néologisme qui est le quanton. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul type d'objet. Ça nous apparaît comme matière ou ça nous apparaît comme champ dans le monde macroscopique, mais au niveau microscopique, il n'y a qu'un seul type d'objet. Donc, c'est dans certaines conditions ce que nous voyons apparaître à une allure de champ, et dans d'autres conditions, une allure de matière. Ou plus précisément, d'ailleurs, parce que cette dualité, quand on la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre. Certes, il n'y a qu'un seul type
d'objets fondamentaux. On ne fait plus la distinction à partir de 1927 entre champ et matière. Mais à l'intérieur, mais on a toujours des particules. C'est-à-dire que on peut compter les particules en question, mais on ne peut pas les suivre à la trace. Elles sont totalement délocalisées comme l'est un champ. Bon. Mais dans ces particules, on distingue, pour des raisons statistiques, pas uniquement statistiques, c'est lié aussi à leur spin. Mais alors bon, ça devient... je lui laisse le soin de vous d'expliquer le spin. Eh bien, on distingue deux types, et il n'y en a que deux, de ces particules quantiques, de ces quantons, les bosons et les fermions. Alors les uns, les bosons, sont grégaires, ils ont tendance à se mettre tous dans le même état. Pas tous au même endroit, mais tous dans le même état, formant, quand ils sont en très très grand nombre, mais ce nombre c'est de l'ordre de 10 puissance 26, hein, il faut voir que c'est un très grand nombre, formant une onde qui va comme ça, et les fermions, eux, au contraire, ils sont individualistes, ils ne peuvent pas être à plus d'un dans le même état quantique. Non, mais je sais bien qu'il faudrait que j'explique ce que c'est que état quantique, etc. Mais disons qu'on ne peut pas en mettre plus d'un à la fois dans des cases. Eh bien, les fermions, donc, eux, qui sont individualistes, dans le monde macroscopique, ça donne les particules, les électrons, les protons, etc. Ce qui nous apparaît comme des particules. Donc, la question de la production du champ par la matière est une question qui s'est posée pendant 50 ans, de 1850 à 1900, à vrai dire jusqu'à 1905. Car en 1905, parmi tous les articles qui ont révolutionné la physique qu'a écrit Einstein cette année-là, il en a écrit un sur les photons de lumière, et la question qu'il se pose, elle est dite dans l'introduction. Alors je sais bien que les termes dans lesquels on cherche ne sont pas les termes dans lesquels on fait les récits de sa recherche, mais c'est posé sous forme tout à fait philosophique, c'est-à-dire il dit on explique le monde par une dualité, la matière, les ondes, ou le champ, c'est pareil, mais à cette interface alors, le champ relève du continu et la matière du discontinu. Il y en a un qui sont des ondes continues, comme les ondes à la surface de l'eau, et l'autre, la matière, c'est des grains. Mais à l'interface de la production du champ, ou de l'absorption du champ d'ailleurs, quand de la lumière est absorbée par un atome, eh bien là, on a passage du discontinu au continu. Or, il est impossible de faire du continu avec du discontinu. On peut faire du faux continu. Par exemple, les fluides nous apparaissent comme continus, mais en fait, ils sont faits de particules. Et de même, il est impossible de faire du discontinu avec du continu, puisque le continu est par définition divisible à l'infini. Donc, il y a là de nouveau une difficulté de logique. Et je vais montrer qu'on peut la résoudre en considérant que la lumière, elle aussi, a une nature corpusculaire. Alors après, De Broglie a montré que les corpuscules, eux aussi, avaient une nature ondulatoire, etc. Et on en est arrivé à cette conception qui est ni onde, ni matière, mais quelque chose de totalement différent, qui, dans le monde macroscopique, nous apparaît comme l'un ou l'autre. Bon, mais ça, il va vous l'expliquer. Là, je suis en train de lui couper l'herbe sous le pied. Oui. Dans l'exposé que vous avez fait sur la physique du XVIIe siècle, vous avez laissé Descartes de côté. Et donc vous avez... C'est un peu par flemme et puis par temps, vous voyez bien. Mais vous avez suivi le courant atomiste, enfin pour dire les choses un peu vite entre Galilée et Newton, en tout cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une première tentative de désubstantialisation de la matière avec Descartes? Oui, c'est un peu compliqué à cause de ces histoires de tourbillons, Descartes, c'est vraiment complexe. Il m'aurait fallu une séance supplémentaire pour ne parler que de Descartes. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez dit que la matière modifie l'espace.
Alors, qu'est-ce que c'est l'espace? Est-ce qu'on peut remplacer l'espace par le champ, et dans ce cas-là, de parler de dualité de matière et espace, ou matière et champ? Oui, c'est en fait la question s'est posée de savoir ce que c'était que le champ, parce que ce n'était pas du vide, puisque c'était sa porteur d'énergie, de force, d'énergie, etc. Ce n'est pas de la matière. Mais, dit-on, ça modifie l'espace. Alors, l'idée qui vient immédiatement à l'esprit, est-ce que ça ne serait pas une propriété de l'espace lui-même, ou quel est son rapport avec l'espace? La substantialisation, l'idée d'un substantialisme de la matière et du monde de façon générale, était quand même suffisamment forte au moment où Faraday et Maxwell, qui sont les deux fondateurs du concept de champ, l'un l'a deviné intuitivement, il ne savait pas les mathématiques, il a trouvé ça tout seul, et l'autre a mis en forme mathématique. Eh bien, l'idée, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'y ait de l'énergie, en somme, qui soit sans support, sans substrat, sans substance. Et d'où l'invention de l'éther. Un milieu qui se trouverait partout là où il n'y a pas de matière, y compris dans les interstices les plus reculés à l'intérieur de la matière, mais partout, et qui servirait de substrat au champ. Alors, Maxwell en particulier a imaginé un tas de modèles de champs. Ça peut être une agitation de particules d'éther ou bien des tourbillons. On revient à Descartes, d'éther, etc. Bref, on a cherché pendant 70 ans à définir cet éther, et au fur et à mesure qu'on connaissait mieux le champ, à la fois théoriquement et expérimentalement, on s'est aperçu que l'éther perdait toutes ses propriétés les unes après les autres. Il fallait qu'il n'ait pas de densité, qu'il n'ait pas d'élasticité, qu'il n'ait pas... on sait même... bon bref, il y avait des histoires de transversalité dont je vous fais l'économie, qui faisaient qu'il n'avait pas non plus de rigidité, enfin bref. Tout ce qui aurait pu lui donner un côté matériel, donc substantiel, disparaissait. Et quand Einstein est arrivé, toujours en 1905, tel Zorro, il a trouvé les choses dans cet état-là. Il le dit lui-même dans l'introduction, il avait 24 ans, il faut quand même admirer l'autorité intellectuelle de quelqu'un qui est capable de lancer ça à la face du monde. Il a trouvé les choses dans l'état qu'il décrit comme l'éther a perdu, n'a aucune propriété sauf d'être immobile. Car en effet, pour expliquer des phénomènes électromagnétiques qui sont à l'origine de sa théorie de la relativité, eh bien on était obligé de supposer qu'il y avait un éther immobile. Or cet éther immobile, c'est contre tout ce que Galilée a pu dire, puisqu'il ne peut pas y avoir d'espace immobile. Donc c'était un renouveau de l'espace absolu qu'on avait permis à Newton, un peu comme une bizarrerie liée à ses convictions religieuses et à sa manière de voir, parce que cet espace absolu, c'était le sensorium Dei, c'est-à-dire ce par quoi Dieu sent, etc. Alors à partir du moment où la science était devenue profondément laïque, on avait balancé l'éther absolu, l'espace absolu avec son sensorium Dei et Dieu avec, et on en était revenu à la bonne doctrine galiléenne, à savoir qu'il n'y a pas d'espace absolu. Mais justement au moment où on était bien installé dans la non-existence d'un espace absolu, voilà qu'il revenait sous forme d'éther qui devait être immobile pour être le support du champ, c'est-à-dire le support de la lumière. Donc en fait tout s'est joué à la fin du XIXe siècle autour de la lumière, considérée comme immatérielle pendant très longtemps, et à partir du moment où la matière a été d'abord désubstantialisée, puis resubstantialisée via l'énergie, eh bien, ça a permis d'inclure dans la même catégorie énergie, sous le chapeau énergie, lumière et matière, qui n'ont, en point de vue de la mécanique quantique, sont totalement indiscernables, enfin, pas totalement indiscernables, puisque la matière est faite de fermions et la lumière de bosons, mais ont le même statut.
Enfin, c'est un peu difficile de dire tout ça en 3 mots. Mais j'ai parfaitement conscience que je me suis trop attardée, probablement, sur le début. Alors, je vous prie de m'excuser, moi, c'était l'occasion pour moi d'apprendre des choses que je n'avais jamais apprises sur Aristote, Démocrite, etc. Alors, j'en ai profité. À vos dépens, peut-être.